Pour la poursuite du débat sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 7, je cède maintenant la parole à M. le député de Gros. À vous la parole. Alors, merci, M. le Président. Dans un premier temps, je vais vous dire que l'étude du projet de loi numéro 6 fut mon baptême de commission parlementaire et ce fut un moment fort intéressant. Dans un premier temps, j'étais complètement épaté de voir qu'une ministre était aussi pleine de compassion envers les personnes aînées et voulait autant collaborer. Elle était prête à tout pour que nous puissions ensemble obtenir un consensus sur tous les points litigieux qui étaient présentés. Ça explique aussi un peu la confusion et la déception que j'ai eue aujourd'hui quand j'ai constaté que ce qui était demandé dès les premiers instants de la commission parlementaire, à savoir d'avoir accès au protocole d'entente et d'avoir accès aux différentes règles de gestion du fameux conseil d'administration, d'avoir accès aux amendements. Alors, dès le départ, dans les premières phrases de la commission parlementaire, c'était demandé et je percevais la volonté ferme de la ministre de nous fournir toutes les informations afin qu'à titre de parlementaire, des deux côtés de la Chambre, il faut le dire, nous puissions avoir accès à une information complète. C'est comme si on nous montrait un bébé en nous disant « Fie-toi sur moi, c'est un garçon. Quelque part, il faut aller voir. Il faut aller voir pour comprendre. Parce qu'un bébé, c'est pas bleu puis c'est pas rose. C'est mauve. » Alors là, on arrive dans ce contexte-là et durant toute la commission parlementaire, il peut être noir. Entendons-nous sur la couleur. Alors, nous avons eu l'occasion, monsieur, on peut faire un débat là-dessus, mais alors, nous avons l'occasion de rencontrer un ensemble d'organismes les plus dévoués les uns que les autres envers les aînés. Alors, Monsieur le Président, bon. Alors. Vous aviez raison. Merci, M. le député de Gros, de rappeler la présidence à l'ordre. Alors, veuillez poursuivre. Je vous promets que j'aurai plus de distractions d'ici la fin. Alors, je ne vous en tiens pas rigueur, Monsieur le Président. Alors, nous avons eu l'occasion de rencontrer un ensemble d'organismes plus dévoués les uns que les autres qui nous ont expliqué l'ensemble de la problématique. Et dès le départ, le deuxième malaise s'est installé quand nous avons compris que la majorité des fonds destinés aux proches aidants seraient voués aux proches aidants traitant des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. D'un côté fort égoïste, j'étais content puisque j'ai le malheur d'être un proche d'une personne qui souffre, qui est atteinte de cette maladie, et j'ai pu non seulement aider cette personne, mais surtout aider ses proches aidants dont nous étions beaucoup plus inquiets de l'état de santé que la personne atteinte elle-même. Une personne qui vit une démence ou qui vit l'Alzheimer le vit, passe différentes étapes. C'est extrêmement triste. C'est dans la vie d'une personne et dans la vie de ses proches deux deuils. Le deuil de la personne dont on connaît la destinée et le deuil d'avoir à traverser finalement la perte de l'être cher, la perte intellectuelle d'une personne qui, dans le cas de celle que je connais bien, une personne qui était extrêmement douée intellectuellement et que l'on a vu partir tranquillement et qui aujourd'hui, malheureusement ou heureusement dans un sens, ne sait plus qu'elle existe. Nous étions très, très, très inquiets, je dois dire, pour l'autre personne qui l'a supporté le plus longtemps possible. Les proches aidants meurent très souvent avant les personnes qui sont aidées. Pourquoi? Parce qu'ils sont laissés seuls, parce qu'ils aiment tellement fort qu'ils sont prêts à tout, qu'ils s'abandonnent dans la dépression et qui finalement abandonnent leur propre source de vie. Mais des proches aidants, il n'y a pas juste les personnes qui souffrent d'Alzheimer. Il y a des proches aidants, des personnes qui vivent des déficiences physiques. Dans mon comté, j'ai eu l'occasion d'adresser une lettre à mes collègues, au ministre des Affaires municipales, il y a la ministre déléguée aux aînés, au sujet d'une personne âgée qui se retrouve avec un handicap très grand, qui a besoin d'aide, qui réclame de l'aide et à qui, malheureusement, pour différentes raisons dont je vous ferai grâce, Monsieur le Président, ne reçoit aucune aide
parce qu'on lui dit qu'il doit faire des choses lui-même, sachant qu'il est en chaise roulante, paralysie cérébrale, incapable de pitonner ne serait-ce qu'un téléphone. Mais il va devoir se débrouiller, mais j'ai confiance, peut-être par naïveté, que ma lettre et le dossier que j'ai envoyé aux deux ministres vont donner des résultats positifs. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les proches aidants de ces personnes-là qui vivent des déficiences physiques, qui vivent des déficiences intellectuelles, qui vivent des dégénérescences de la colonne vertébrale? Il n'y a rien. C'est le docteur Régent Hébert qui est venu témoigner, qui nous a expliqué un peu plus la situation. Dans un premier temps, il nous a dressé un portrait qui nous a touchés, encore une fois, très personnellement, nous expliquant qu'une femme sur 3 sera atteinte d'Alzheimer. Une femme sur 3 de notre génération sera atteinte d'Alzheimer. Les hommes, nous sommes beaucoup plus chanceux, puisqu'un homme sur 5 sera atteint d'Alzheimer. Cette chance est due au fait que nous mourrons bien avant d'infarctus, selon le docteur Hébert. Alors, réjouissons-nous, hommes de cette salle, puisque nous aurons peut-être moins d'Alzheimer grâce aux infarctus qui seront bien placés vers la fin, qui terminera notre existence de façon paisible pour nos proches aidants. Le docteur Régent Hébert, lui, est allé un peu plus loin dans sa démarche. Il a dit, écoutez, ce projet de loi-là est intéressant, il développe des choses intéressantes, c'est bon, c'est correct, c'est positif, mais il ne faut pas que ça serve de diachylon. Il ne faut pas que ça serve de diachylon à un problème qui est beaucoup plus grand. Et il estimait, à la page 4 de son mémoire, et je vais le citer, il estimait que pour faire une mise à niveau au niveau des proches aidants, pour qu'on ait un système qui permette d'avoir un certain maintien à domicile, il faudrait, dans un premier temps, investir 400 millions pour atteindre un seuil minimal de réponse aux besoins. Il ajoute, ajoutant à cet investissement une mise à niveau des services de réadaptation et de nutrition à domicile qui sont presque inexistants, et nous pouvons estimer l'investissement annuel nécessaire à environ 500 millions de dollars. Alors ici, avec toute la bonne volonté, on parle de 200 millions pour les 10 prochaines années. Il y a un petit problème de calculatrice dans l'air. Alors oui, le projet est positif. Oui, l'investissement de la famille Chagnon via la fondation de la famille Chagnon est un geste d'une grande générosité, mais il ne règle pas le problème qui est criant. Il ne règle pas le problème qui va être de plus en plus criant, car vous le savez, Monsieur le Président, personnellement, le début de la débandade des baby boomers est commencé. Nous allons vivre Je parlais de vos parents, Monsieur le Président.